Michel Pernaut, vous êtes de formation ingénieur, vous êtes un ancien directeur de recherche au CNRS en archéométallurgie. Peut-être qu'on aura besoin d'expliquer ce qu'est l'archéométallurgie. D'ailleurs, vous pourriez peut-être le faire tout de suite. L'archéométallurgie, c'est l'étude des pratiques relatives au métal dans les sociétés anciennes. L'archéométallurgie, c'est depuis la quête de minerais, la transformation en métal et la fabrication d'objets. Dans le cadre de notre rencontre d'aujourd'hui, on va surtout parler du métal à l'objet. Alors, vous êtes quand même très attaché à la vulgarisation scientifique et je peux en témoigner parce que pendant plusieurs années, nous avons enseigné ensemble l'histoire des sciences et des techniques dans un master de l'université Michel de Montaigne. Et je pense que ça explique en partie la naissance de ce livre. Parce que ce livre, et je précise que ce livre m'a très agréablement surpris. Je pensais qu'il allait être ardu, l'histoire, 4000 ans d'histoire du cuivre, ça me paraissait peut-être un livre austère, scientifique, et pas du tout. D'abord, c'est un très beau livre. C'est un très beau livre, la couverture en témoigne. C'est un très beau livre et très bien illustré, très bien présenté, et il montre à quel point vous êtes attaché à la fois à la transmission du savoir scientifique et en même temps à vulgariser, à rendre accessible au plus grand public possible des choses, des connaissances qui, a priori, sembleraient être confisquées par une catégorie de gens qui travaillent dans les laboratoires, etc. Oui, c'est-à-dire que ma formation d'ingénieur, effectivement, est responsable de ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que je m'intéresse à la fabrication des objets de la culture matérielle. L'archéologie s'intéresse à la culture matérielle, c'est sa source documentaire par rapport à l'histoire qui s'intéresse à la source documentaire textuelle. Et donc, l'idée, c'est de faire se rencontrer des spécialistes de différents domaines et que chacun, la première démarche de l'interdisciplinarité, c'est de prendre le temps d'écouter l'autre et de comprendre l'autre. Donc faire se rencontrer des historiens de différentes périodes qui, dans les circuits habituels, ne se rencontrent pas, un industriel, un praticien qui a été responsable d'une fonderie d'art, des métallurgistes de laboratoire. Tous ces collègues, il faut qu'ils prennent le temps de s'écouter. Donc, ça a été la base de ce programme de recherche. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle, finalement, vous avez choisi d'abord de créer une collection TA aux presses universitaires de Bordeaux et que vous avez aussi choisi, finalement, les presses universitaires de Bordeaux et Ausonius Éditions? Est-ce que ces deux maisons d'édition qui ont collaboré à la publication de cet ouvrage vous semblaient les mieux placées pour porter justement ce message et cette volonté que vous avez de travailler en interdisciplinarité? Le programme de recherche a été soutenu financièrement par la région Aquitaine dans le cadre de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Donc ça fait déjà plusieurs institutions et il nous a semblé logique de continuer au niveau de la structure éditoriale, des structures éditoriales, d'utiliser celles qui sont à notre disposition dans la machine universitaire, à savoir donc les presses universitaires de Bordeaux qui sont plus de tradition, langue, littérature et histoire moderne et contemporaine, et les éditions Ausonius qui sont plus de tradition, histoire et archéologie de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Donc là aussi, il y a une interdisciplinarité. Un de mes buts est d'essayer d'effacer le plus possible les frontières parce que c'est la réalité de la vie. La réalité de la culture matérielle, c'est qu'on va s'intéresser à différents matériaux, on va s'intéresser à des choses liées à différents types de techniques, avec des histoires différentes qui s'ancrent plus ou moins loin dans le passé et qui vont vers différents domaines de la vie. Dans la vie courante, on ne sépare pas des disciplines. On vit avec toute la simultanéité des différents regards. Alors,
est-ce que c'est parce que vous êtes finalement historien quand même dans une certaine mesure, même si vous êtes archéométallurgiste, vous êtes quand même inscrit dans une démarche historique. Finalement, quand on regarde le livre tel qu'il est organisé, il y a 17, je crois, contributions qui sont organisées en chapitres. Et quand on regarde ces chapitres, on s'aperçoit quand même qu'il y a une progression chronologique qui va de l'Antiquité, le monde moderne, la révolution industrielle. Et en même temps, dans votre livre, vous insistez sur le fait que, et là parlons du cuivre, vous dites, quand on étudie historiquement le cuivre, il ne faut pas croire que ces différentes périodes, quand on passe d'une période à une autre, c'en est fini de la première et on commence une seconde, et c'en est fini de la seconde, on passe à une troisième. Vous dites qu'il y a des superpositions, il y a des cohabitations des techniques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ça ? Oui, parce que l'organisation reste chronologique, parce que l'histoire des techniques renvoie beaucoup vers le cumul des savoirs. Donc il est intéressant de voir comment ça s'enchaîne, comment ça s'emboîte. Bon, le sous-titre du livre est Fragments de rebond, parce que bien sûr la prétention n'est pas d'avoir tout examiné. Beaucoup d'autres livres sur le cuivre pourraient être écrits. Et donc des rebonds parce que l'histoire du cuivre commence par les tout débuts, c'est l'utilisation par la parure, parce que ce matériau est beau. Qu'est-ce que c'est que du métal? Du métal, c'est dense, c'est lourd, du métal, ça brille, et du métal, ça sonne. Et ça, c'est les propriétés importantes que les hommes des cultures anciennes ont tout de suite reconnues, d'abord probablement sur l'or, et parce qu'il existe à l'état natif dans la nature, le cuivre un petit peu, mais beaucoup moins, et de développer cet usage du cuivre. Les hommes ont rapidement aussi développé l'utilisation d'alliage, c'est-à-dire de mélange qui conserve les propriétés métalliques, en particulier entre le cuivre et l'étain, qui permet d'avoir un jeu de couleurs, c'est-à-dire que le cuivre est rouge, l'étain est blanc, et donc en fonction de l'addition d'étain, de la proportion de l'addition d'étain dans le cuivre, on va passer du rouge au rose, au jaune similaire à l'or, et on peut aller jusqu'au blanc aussi. Donc on a tout ce jeu de couleurs avec des propriétés mécaniques intéressantes qui font que les hommes ont très vite aussi compris l'usage pour en faire des outils, pour en faire des armes. Et ça, c'est quelque chose qui reste important dans les débuts de la métallurgie. Alors justement, ce qui est quand même passionnant, moi je trouve, c'est que vous consacrez un chapitre à la différence entre le futile et l'utile. Et là, vous venez de parler de la parure, et ce que vous avez l'air de dire, c'est que, au fond, le futile est aussi utile que l'utile. Ah ben, j'en suis absolument convaincu, et le cuivre en est un excellent exemple de cet aspect que l'on peut qualifier de futile, c'est-à-dire la valeur sociale, la parure. Toutes les sociétés que l'on connaît par l'ethnologie, par l'histoire, jusqu'au moins au paléolithique moyen, utilisent une transformation du corps. Les hommes ont d'abord transformé leur corps avec des coupes de cheveux, le traitement du poil en général, des scarifications, des tatouages, des peintures corporelles et des objets de parure. C'est-à-dire que dans les actes techniques des sociétés les plus anciennes, on a du fonctionnel qui va servir à l'alimentation, à s'abriter des intempéries, à soutenir la reproduction de l'espèce, bien évidemment, mais on va avoir d'autres aspects qui relèvent du marquage social. Même l'ethnologie nous montre que même dans les sociétés où on vit quasiment nu, il y a une parure du corps qui va servir à indiquer quelque chose du point de vue social. C'est-à-dire que cette composante extrêmement importante qu'on ne trouve pas seulement avec le cuivre, c'est vrai pour les parfums, c'est vrai pour le vin, c'est vrai pour un certain nombre de substances qui sont liées, qui ne sont pas strictement indispensables à la vie. Et la continuité, c'est ça qui m'intéresse dans la chronologie, c'est la continuité de ce matériau et de ses propriétés du métal. J'avais pu me rendre compte dans votre enseignement à quel point vous accordiez de l'importance aux relations entre, je dirais, le matériel et le symbolique, le matériel et l'immatériel. Et vous dites clairement, en introduction dans cet ouvrage, on ne peut pas découpler
l'immatériel du matériel. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous voulez dire quand vous dites ne pas découpler l'immatériel du matériel? Oui, dans la continuité de l'école de pensée sur l'archéologie des techniques, dans le lignée Leroy-Gourhan, Audricourt, on distingue donc dans le monde des techniques, des matières, des outils, des gestes et des savoirs, auxquels il faut rajouter aussi les questions d'énergie et les questions de machines qui se développent. Ce qui nous intéresse, le but de l'archéologie, c'est de reconstituer des pans des sociétés qui ont disparu, dont il n'y a plus un individu vivant. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas seulement de faire des typologies sur les objets pour les classifier par rapport à de la chronologie et des classifications sociales, c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces hommes qui sont représentés ici dans le musée d'Aquitaine où nous sommes sur ces stèles funéraires. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Pourquoi ont-ils choisi tel type d'objet? Pourquoi ont-ils choisi tel type de matériaux? Et comment le mettre en œuvre pour fabriquer ces objets qui vont servir à différents usages, aussi bien strictement fonctionnels comme un outil, comme une hache qui va servir à couper un arbre, ou bien une coupe en bronze qui va servir à exhiber la position d'un certain nombre d'élites sociales dirigeantes d'exhibition de richesses. Mais cette différence entre... Cette distinction entre l'immatériel et le matériel, ça me fait penser quand même à ce que dit Anne-Françoise Garçon dans sa très très belle conclusion. Vraiment, je conseille vraiment, au moins dans ce livre, de lire les introductions et puis la conclusion pour ceux qui ne sont pas spécialistes du cuivre, parce qu'elles sont magnifiques et elles sont très très éclairantes. Et Anne-Françoise Garçon dit, attention, on a un peu tendance à croire que finalement la technique serait la fille de la science et que les hommes ont d'abord été des techniciens, des manuels, avant d'être des théoriciens. Et elle dit, chaque époque a son niveau d'abstraction. Chaque époque, finalement, a sa théorisation. Bien sûr, il n'y a pas la science au sens moderne du terme, mais ne croyez pas que les hommes de l'Antiquité n'étaient bons qu'à utiliser leurs mains et qu'ils n'utilisaient pas leur cerveau. D'ailleurs, Anaxagore disait « l'homme est intelligent parce qu'il a une main ». Oui, absolument. Non, Anne-Françoise le formule sous le « concevoir n'est pas connaître ». Et ça, c'est une très très belle formulation qui renvoie justement à cet emboîtement entre technique et science, qui est quelque chose aussi qui nous intéresse beaucoup dans ce monde, et pas seulement l'histoire de la science, l'histoire des techniques. Et pour prendre un exemple plus récent dans notre monde, au XIXe siècle, les machines à vapeur et les moteurs thermiques ont commencé à fonctionner bien avant qu'on fasse la théorie de la thermodynamique et le diagramme de Carnot, etc. Donc il s'agit de bien voir qu'à toutes les époques, de toute façon, mettre en œuvre des techniques demande des savoirs, et ça c'est parfaitement clair. Si on prend nos collègues physiciens, chimistes, et qu'on leur donne du sable, du minerai de cuivre, et du charbon de bois, leur dire faites-moi du cuivre, ils n'y arriveront pas, parce qu'il y a d'autres savoirs qu'il faut mettre en œuvre, des savoirs qui sont liés à aussi des gestes, j'insiste sur le phénomène des gestes, et l'utilisation de la main, et le développement des machines à supprimer toute une partie de la pénibilité du travail des ouvriers, des artisans, on ne sait pas très bien comment il faut les appeler, mais il n'empêche que l'usage de la main et l'usage du corps reste encore très, très présent dans les actes techniques de toutes les périodes, et que la démarche scientifique qui consiste à mieux comprendre les phénomènes qui se déroulent par rapport aux actes que l'on met en œuvre permet bien évidemment d'améliorer la compétence et de faire évoluer encore mieux les actes techniques. Pour finir, revenons un peu au cuivre quand même. Vous êtes archéométallurgiste, alors on pourrait penser que ce livre, ce n'est que l'Antiquité, que l'archéo, etc. Or, en fait, vous parlez de la fée électricité. Il semblerait que le cuivre n'a peut-être jamais été aussi présent qu'aujourd'hui.
Et ce qui est l'intérêt de ce livre aussi, c'est qu'à la fois, on se plonge dans un passé très lointain, et en même temps, on se plonge dans un présent où le cuivre est omniprésent. Absolument, c'est-à-dire que c'est pour ça que je reviens sur le mot rebond qui est dans le sous-titre, c'est-à-dire qu'on lit encore trop souvent que quand le fer apparaît vers le 8e siècle avant Jésus-Christ dans notre environnement, le bronze est de moindre importance. C'est complètement faux, cette vision des choses. Le cuivre va être utilisé à autre chose, c'est-à-dire que le fer devient, dans l'Antiquité romaine et dans le Moyen-Âge, le matériau des armes et des outils, ça c'est clair. Mais les bronzes vont être utilisés à autre chose. Le cuivre aujourd'hui, pourquoi on s'en sert encore aujourd'hui? Quelles sont les qualités du cuivre qui permettent de l'utiliser? Alors, il y a la conduction d'électricité, bien évidemment, qui représente à peu près la moitié de la consommation de la production de cuivre, qui est aujourd'hui de l'ordre de 17 millions de tonnes par année. Depuis les années 60, cette production a doublé. Et la quantité de cuivre utilisée était de plus en plus importante. Pour donner un exemple, dans un téléphone portable, il y a environ 15 grammes de cuivre en moyenne. Sur la planète, il y a environ 4 milliards de téléphones qui sont en usage. Ça représente 60 000 tonnes. 60 000 tonnes, si on met ça pour donner une image sur un fil de 1 mm de diamètre, ça fait 200 fois le tour de la Terre. Voilà l'ordre de grandeur. Et ça, c'en est qu'un petit morceau. Mais le cuivre, c'est pas seulement ça. C'est aussi des utilisations par rapport à ses propriétés abiotiques. C'est l'utilisation dans le transfert de l'eau, les tuyauteries l'eau. Il y a un marché qui va peut-être se développer d'utiliser beaucoup plus le cuivre dans des contextes d'hôpitaux, par exemple, pour limiter la transmission des maladies nosocomiales. Peut-être, mais le cuivre coûte cher, ce qui est un des problèmes. Le cuivre est utilisé dans la musique, le cuivre est utilisé dans la parure des villes. Regardons autour de nous, dans une ville comme Bordeaux, il y a des statues en alliage à base de cuivre absolument partout, et pas seulement le monument aux Girondins. La Vierge de la Tour Péberlan, elle est en tôle de cuivre doré, c'est la même technique que la Statue de la Liberté, structure de fer, tôle de cuivre et feuilles d'or. La Maison des Arts à l'Université Bordeaux-Montaigne est recouverte de tôle de cuivre patinée, c'est-à-dire que les non-connaisseurs parfois imaginent que le cuivre doit être vert et que c'est un autre matériau qui est doré. Et ça, c'est aussi une vision fausse des choses. Le cuivre et ses alliages, le bronze, ça n'est pas vert. Regardez la plaque de votre médecin, de votre notaire ou d'un consulat, il faut absolument que ça soit astiqué, que ça brille. C'est la symbolique, c'est une des symboliques du pouvoir, de la puissance, de la position sociale que d'exhiber du métal qui brille de couleur dorée. Mais moi, je suis sûr que ce que vous venez de dire va convaincre les lecteurs que ce livre est absolument passionnant et qu'il n'est pas du tout austère et ardu comme je le craignais au départ. Merci.